Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français en direct de Beijing. Voici les titres de l'actualité. Le cessez-le-feu en Syrie est encore fragile et les parties au conflit s'accusent mutuellement de différentes violations. Les autorités françaises lancent des bulldozers contre un camp de réfugiés dans la ville de Calais, dans le nord du pays. Le président iranien Hassan Rouhani et ses alliés réformateurs enregistrent une forte progression aux élections de vendredi. Aux États-Unis, c'est le super mardi avec les résultats qui tombent de plusieurs primaires dans une douzaine d'États. Et les Oscars ont été remis hier à Los Angeles. Leonardo DiCaprio est couronné sans surprise et Spotlight est sacré meilleur film. Et à la une de l'actualité, la Syrie, la fragile cessation des hostilités dans le pays est en grande partie respectée, mais des incidents ont mené à des accusations de la part du gouvernement syrien, des groupes d'opposition et d'autres pays. Damas a accusé le ministère saoudien des Affaires étrangères d'essayer de saper la cessation des hostilités. Dimanche, le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel Abjouber, a lui déclaré que le gouvernement syrien et son allié russe avaient violé la trêve. Il a ajouté qu'il y aurait un plan alternatif s'il apparaissait clairement que Damas et ses alliés n'étaient pas sérieux au sujet du cessez-le-feu. Pendant ce temps, l'opposition exilée a renouvelé ses accusations sur des violations de la part de la trêve, de la part des forces gouvernementales syriennes dans certains secteurs. Riyad Hijab, le coordinateur général de l'opposition, a écrit une lettre au secrétaire général de l'ONU en détaillant ces violations. Il a ajouté que son groupe avait enregistré des manquements dans 26 secteurs différents. Les pays encourageant l'arrêt des hostilités en Syrie se sont rencontrés lundi à Genève. Ils ont essayé de consolider le cessez-le-feu et d'ouvrir la voie à la reprise des pourparlers de paix. Bien que tous les côtés aient signalé des incidents comme des pillonnages et des bombardements, cela fait longtemps que la Syrie n'a pas été aussi calme. À des milliers de kilomètres des ruines syriennes, des diplomates disent qu'ils détectent enfin la possibilité de bâtir une paix fragile. Le secrétaire général de l'ONU et son envoyé spécial pour la Syrie sont réalistes, mais ont aussi de l'espoir. Le cessez-le-feu est globalement respecté. Nous travaillons très dur pour être sûrs qu'il tienne. Ce rassemblement toutefois a examiné les allégations de violation de la trêve. Il a aussi eu l'objectif de renforcer les livraisons d'aide à des centaines de milliers de Syriens qui n'ont pas vu d'approvisionnement depuis des mois. Une reprise de l'aide humanitaire pourrait établir la confiance et mener à la reprise des pourparlers de paix qui ont échoué en février. L'envoyé des Nations Unies pour la Syrie cherche à reprendre ces discussions le 7 mars si les 2 semaines de trêve sont respectées. Mais c'est un grand si. Cette vidéo semble montrer le groupe islamique Ahrar al-Sham cibler des positions du gouvernement syrien. Ce groupe ne fait pas partie de l'accord actuel. Les forces de l'opposition syrienne accusent la Russie et le gouvernement syrien de les viser. Aujourd'hui, il y a environ 10 frappes russes et près de 16 frappes réalisées par le régime en 26 fois. Je pense que cela doit être surveillé. Nous avons perdu 18 personnes et avons 68 blessés. Les diplomates savent que la fenêtre d'opportunité n'est pas grande et que cette trêve temporaire est inégale et incomplète, mais le fait qu'elle soit globalement respectée est un pas en avant pour la Syrie, car le pays n'a pas connu de paix en 5 ans. Nous sommes encore loin d'une solution politique et pour se débarrasser des groupes islamiques violents, il faudra une coopération internationale d'une ampleur encore jamais vue dans ce conflit. Et autre grand titre de l'actualité, les autorités françaises ont décidé de lancer des bulldozers contre un camp de réfugiés dans la ville de Calais, dans le nord du pays. 2 bulldozers et une vingtaine d'ouvriers ont commencé à détruire lundi les abris de fortune construits par les migrants avec la police anti-émeute stationnée non loin. Le camp avait attiré une attention internationale et les autorités françaises avaient proposé aux migrants d'être relogés. La semaine dernière, un juge français a donné le feu vert à un plan gouvernemental de démolition partielle du camp.
Cela signifie qu'au moins 1000 personnes doivent trouver un logement ou un endroit où vivre. Le ministre de l'Intérieur dit que l'évacuation se fera graduellement et qu'il existe suffisamment de places dans la région et en France pour accueillir tout le monde. Et des centaines de réfugiés ont tenté de passer en Macédoine en franchissant une clôture depuis la Grèce. Plus de 7000 migrants sont actuellement bloqués à la frontière et la colère monte sur les restrictions de voyage. La police macédonienne a lancé du gaz lacrymogène quand un groupe de 300 Irakiens et Syriens ont forcé le cordon policier grec et se sont précipités vers une voie ferroviaire entre les deux pays. L'ONG Médecins du Monde a indiqué qu'au moins 30 personnes, dont de nombreux enfants, avaient eu besoin d'une assistance médicale. L'incident est arrivé plusieurs heures après que la Macédoine a autorisé uniquement 300 Syriens et Irakiens à franchir la frontière avant de la refermer. Il y a eu un changement rapide le long de la frontière entre la Grèce et la Macédoine après que l'Autriche et certains pays des Balkans ont limité le nombre de migrants pouvant entrer sur leur territoire. Le président modéré iranien Hassan Rouhani et ses alliés réformateurs ont été confortés dans leur politique d'ouverture en enregistrant une forte progression lors des législatives de vendredi. Nombreux voient déjà les opportunités globales que cela va engendrer. Des élections avec des répercussions internationales. Le président Hassan Rouhani a négocié la fin d'un embargo commercial avec l'Occident qui a paralysé l'économie du pays. Maintenant, ceux qui l'ont soutenu dominent. Les élections parlementaires ont renforcé les modérés et les réformateurs et limité le nombre de partisans de la ligne dure opposés à l'engagement avec l'Occident de presque de moitié. Hassan Rouhani a tweeté son verdict. Bravo à l'histoire qui façonne la nation iranienne. Ouvrons un nouveau chapitre basé sur les talents iraniens et les opportunités globales. Le ministère des Affaires étrangères a été également rapide à voir les opportunités. La considérable participation du peuple dans ces élections renforcera le pouvoir et la force nationale de la République islamique d'Iran. La politique extérieure de l'Iran bénéficie directement de cette situation aussi et elle utilisera de son mieux cette capacité en accord avec les objectifs et projets de la République islamique d'Iran. La baisse de la production de plutonium de qualité militaire a permis la levée de nombreuses sanctions internationales. Les sociétés européennes en particulier saisissent l'occasion. Le géant français Total est ainsi parmi les premiers à commencer à exporter du brut iranien vers les marchés européens. Mais certains analystes disent qu'il y a beaucoup d'embûches pour ceux qui essaient de faire des affaires avec l'Iran. La semaine dernière, nous avons entendu la nouvelle que la compagnie pétrolière nationale d'Iran allait aussi exporter vers l'Europe. Elle va se réengager dans de meilleurs accords et en trouver jusqu'à ce que les banques européennes mettent fin aux transactions. Mais on ne peut pas trouver de banques européennes qui mettent fin à ces transactions. Donc c'est sûr que cela va avoir des conséquences. Et un autre conflit avec l'OPEC plane. L'Iran a absolument besoin d'exploiter l'une de ses plus lucratives ressources, le pétrole, et de booster la production pour arriver au niveau d'avant les sanctions. C'est un problème pour certains producteurs de l'OPEC qui viennent juste de s'accorder pour limiter la production afin de réduire la quantité excédentaire de pétrole qui a contribué à la chute des prix. Le gouvernement chinois a annoncé qu'il soutiendra la prochaine résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui imposera de plus fortes sanctions à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée. Cette annonce a été faite par le représentant spécial de la Chine pour les affaires de la péninsule coréenne, Woo Da-wei, après une réunion avec son homologue sud-coréen, Wang Jung-kook, à Séoul. Woo Da-wei a déclaré que les deux parties soutiendraient ensemble la paix et la stabilité en péninsule coréenne. Wang a déclaré que les deux pays s'étaient mis d'accord sur le fait que la RPDC devait modifier son attitude. La Chine et la Corée du Sud ont décidé toutes deux de soutenir la nouvelle résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant les tests nucléaires et les lancements de satellites de la RPDC qui sera adoptée par le Conseil de sécurité. La Corée du Sud et la Chine se sont mises toutes deux d'accord sur le fait qu'en exécutant à grande échelle la résolution du Conseil de sécurité avec la communauté internationale, cela fera pleinement réaliser la RPDC qu'elle ne peut pas échapper aux lois internationales concernant le développement de son programme nucléaire.
Nous nous sommes mis d'accord sur le fait que la pensée et le comportement de la partie nord doivent changer au niveau qualitatif. L'envoyé de la Chine sur le nucléaire, Hu Dawei, a également exprimé son opposition au possible déploiement d'un système américain de défense antimissile à Séoul, en Corée du Sud. Hu Dawei a transmis sa position solennelle sur le déploiement potentiel des batteries de missiles antibalistiques THAAD. Mais Séoul a expliqué que sa décision était une mesure d'autodéfense contre le programme nucléaire et de missiles balistiques de la RPDC. Les États-Unis ont également fait savoir qu'ils restaient persuadés que le déploiement de ces batteries était nécessaire, ajoutant qu'ils demeureraient engagés à utiliser toute la gamme de leurs capacités de défense pour sauvegarder la Corée du Sud. Aujourd'hui, nous commençons à recevoir les résultats des primaires américaines dans plus d'une douzaine d'États. Il y a tellement de gens qui votent qu'on appelle ce mardi Super Mardi. Historiquement, les Asiatiques américains n'ont jamais beaucoup compté dans les élections, mais cela pourra changer, notamment en Virginie. En effet, les candidats voyagent dans cet État juste avant le vote et la communauté asiatique y est de plus en plus importante, spécialement pour les démocrates. Une danse du dragon qui met fin au Nouvel An chinois et le début d'un meeting politique. Une femme parle à un micro. Les Asiatiques représentent 4,8% de la population américaine. Mais en Virginie, où les courses sont serrées, les Asiatiques peuvent changer la donne. Personne ne peut gagner avec 2 ou 3 points de plus, alors chaque vote compte. C'est pourquoi Monica Lee, une Vietnamienne américaine, fait campagne pour Hillary Clinton. Elle va se battre pour l'accès des femmes à la santé et aux droits reproductifs. Elle va se battre pour l'éducation pour tous. Je pense que c'est la meilleure candidate. David Dew organise des événements en Virginie pour le sénateur Bernie Sanders. Il pense que Sanders va aider davantage d'Américains à accéder à la classe moyenne parce qu'il ne tire pas son argent de Wall Street. J'ai une passion pour Bernie Sanders depuis avril dernier quand il a annoncé qu'il allait se lancer dans une campagne propre, une campagne sans aucun des grands milliardaires. Punit Ahluwalia, un Indien américain, fait campagne pour le républicain Marco Rubio. Il dit que l'héritage cubain de Rubio en fait un allié des minorités qui se soucient d'économie et de sécurité. La plupart ne réalisent pas que nous allons vers une économie atone et des menaces terroristes tout le temps. Mais un problème critique pour chaque candidat courtisant l'électorat asiatique sera l'abstention. Beaucoup sont enregistrés, mais ils sont peu à se rendre aux urnes. Dans ce pays, chacun doit participer. Mon but est de pousser les gens à aller voter. Nous faisons du porte-à-porte pour traduire et parler les langues qui sont importantes dans nos communautés. Le dragon danse et les meetings politiques se multiplient. Le vote va bientôt pouvoir commencer. En Somalie, les réactions se succèdent après l'explosion de dimanche dans la ville de Baidoa. La zone avait été relativement calme pendant des années et ce double attentat suicide soulève bien des inquiétudes. Des scènes chaotiques à Baidoa, des dizaines de personnes ont été tuées dimanche et les hôpitaux luttent pour faire face aux nombreux blessés qui arrivent. Les cas les plus graves sont envoyés à Mogadiscio ou même à l'étranger. Al-Shabaab a pris pour cible un restaurant et une intersection de la ville. Ils tuent des innocents et nous savons ce qu'ils ont fait à Mogadiscio. Nous condamnons cet acte barbare et nous prions pour les blessés. Vendredi, 2 attentats suicides ont eu lieu dans une rue passante de Mogadiscio. Un hôtel populaire auprès des responsables de gouvernement a été pris pour cible. La réponse à ces attentats a été cet avertissement. Tous ceux qui financent ou soutiennent les activités terroristes auront affaire à la loi. Il est évident que les militants prennent des innocents pour cible. Nous allons combattre ces organisations et entreprises qui financent et soutiennent Al-Shabaab et toute autre activité terroriste. Les forces de sécurité du pays ont été mobilisées et les forces de maintien de la paix de l'Union africaine ont besoin d'être renforcées dans le pays. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette édition dédiée à l'actualité chinoise. Tout d'abord, la Chine projette d'envoyer un deuxième laboratoire spatial orbital appelé Tiangong 2 cet automne. Ce projet sera suivi par le lancement d'une navette habitée appelée Shenzhou 11. Plus de détails.
Shenzhou 11 sera lancé au 4e trimestre. Il s'améliorera avec Tiangong 2 avec 2 astronautes à bord. Ils mèneront des expériences sur la science et les applications spatiales et testeront des technologies clés permettant aux astronautes de rester à long terme dans l'espace. Les 2 astronautes ont été soigneusement sélectionnés selon les besoins de la mission. Ils resteront 1 mois. Il n'y a pas d'astronaute femme cette fois. Wu Ping a indiqué que la prochaine étape du projet était d'envoyer une navette de marchandises dans l'espace mi-2017 pour apporter des provisions au laboratoire spatial. Cette navette sera lancée avec la série des fusées Longue Marche. Wu Ping a ajouté qu'il était essentiel de construire et d'opérer une station spatiale. La Chine espère la commencer vers 2020. Le gouvernement chinois vient d'autoriser 144 heures de transit aux passagers internationaux de passage en Chine. Le lundi 29 février marquait la fin du premier mois qui a vu la mise en place de cette nouvelle mesure. Voyons ensemble comment celle-ci est perçue par les visiteurs étrangers et quelles sont les facilités dont ils bénéficient grâce à cette disposition. La récente mesure permet à certains visiteurs non détenteurs de visa de rester jusqu'à 6 jours dans le delta du yuan économique chinoise. Peter est arrivé pour un entretien d'embauche avec la compagnie aérienne China Eastern Airlines. Grâce au rappel de son employeur potentiel, il sait qu'un visa n'est plus un obstacle qui pourrait l'empêcher de décrocher un emploi. Je n'ai pas eu le temps de demander un visa durant le Nouvel An chinois. Ils m'ont donc dit que je pouvais obtenir un visa de transit. Cela m'a évité 2 jours de voyage aller-retour à l'ambassade pour un visa. C'est donc un gain de temps important. Je l'ai dit à d'autres collègues qui postulaient aussi ici. C'est tellement facile d'utiliser le visa de cette façon. Depuis le 30 janvier, date de sa mise en application, plus de 2000 visiteurs ont bénéficié de cette mesure. Avec les vacances du Nouvel An chinois, seuls 40 à 50 étrangers ont quotidiennement fait une demande de visa de transit de 144 heures. Ce nombre se situait entre 70 et 80 après la fin des vacances. Nous nous attendons à voir davantage de visiteurs en transit car les étrangers qui ont connaissance de cette mesure sont plus nombreux. Les visiteurs de 51 pays et régions peuvent profiter de cet aménagement. Parmi ces derniers, on peut citer les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne, l'Australie, la France ou encore le Japon. Les citoyens des pays et régions autorisés peuvent transiter par plusieurs points d'accès de Chine, dont voici une liste non exhaustive. Les visiteurs doivent entrer et quitter la partie continentale de Chine par un de ces points d'entrée et de sortie. Ils doivent rester moins de 144 heures dans la région du delta du Yangtze, qui comprend Shanghai, les provinces du Zhejiang et du Jiangsu. Une fois, nous avons reçu une demande dans laquelle un logement était prévu dans la province du Guangdong. Nous avons dû refuser cette demande et demander aux visiteurs de modifier son itinéraire avant son entrée sur la partie continentale de Chine. À leur arrivée, les passagers qui souhaitent obtenir un visa de transit gratuit valable 6 jours doivent présenter leurs documents de voyage internationaux, leur ticket de voyage ainsi que leur itinéraire écrit. La procédure est la même que pour l'obtention du précédent visa de transit. La prolongation de la durée du visa et l'élargissement des critères d'obtention du document visent à permettre l'arrivée de davantage de touristes, mais aussi à faciliter une coopération commerciale et intellectuelle. Et le tant attendu parc Disneyland de Shanghai va ouvrir sa billetterie d'ici la fin du mois de mars. Les ventes devraient être spectaculaires car le secteur du tourisme connaît une rapide progression. Disneyland Shanghai va finalement ouvrir ses portes à la fin juin après 5 ans de préparatifs. Les tickets vont commencer à être vendus le 28 mars à 499 yuan pour le jour d'ouverture. Beaucoup des attractions de Disneyland Shanghai ont été faites sur mesure avec des thèmes chinois. Je pense que l'industrie chinoise du tourisme a évolué de façon saine ces dernières années et la période d'ouverture coïncide avec la tendance du marché touristique chinois. Nous avons également signalé que le marché du parc à thème chinois connaît une croissance rapide et nous sommes ravis de contribuer à cette croissance de l'industrie du tourisme chinois. L'investissement total dans Disneyland était de 5,5 milliards de dollars et ce fut juste le début du secteur touristique chinois. La Chine possède actuellement 14 parcs à thème et le nombre devrait atteindre les 60 d'ici 2020 avec un investissement total de 24 milliards de dollars. Par exemple, les studios Universal vont entamer leur construction à Beijing et aussi le parc safari Shimlong de Guangzhou. Tout cela attire des milliards d'investissements.
Tous ces investissements arrivent lors d'une tendance à l'expansion de l'industrie touristique de Chine. Les chiffres montrent que l'année dernière, le revenu du tourisme en Chine a dépassé les 4 000 milliards de yuan. Et cela compte pour plus de 10% de l'économie du pays. Et hier, la liste des grands gagnants a été publiée. Leonardo DiCaprio repart avec l'Oscar du meilleur acteur avec cette 5e nomination. Spotlight remporte celui du meilleur film et Mad Max repart avec 5 statuettes. Retour en image sur cette formidable soirée. And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio. Il y a eu des déceptions et des surprises, mais la récompense de Leonardo DiCaprio pour le titre de meilleur acteur n'était pas l'une d'entre elles. Son portrait de Hugh Glass, un Russe ravi de revanche après la mort de son fils, a été salué, pas uniquement pour son jeu d'acteur et pour son endurance. Malgré les difficiles conditions de tournage pour DiCaprio, il n'a pas hésité à parler de la protection de l'environnement. The Revenant s'adresse à la relation entre un homme et l'environnement. Le changement climatique est réel. Cela se déroule maintenant. Nous devons cesser de nous atermoyer. Pour les enfants de nos enfants, ne prenons pas cette planète pour acquise. Et je ne considère pas ce soir comme acquis non plus. Alejandro G. Inarritu. Et Alejandro González Iñárritu a marqué l'histoire en décrochant le prix du meilleur film pour The Revenant. Et après le succès de Birdman l'année passée, il est le premier Mexicain à remporter 2 Oscars du meilleur film d'affilée. Mad Max Fury Road a remporté les premières catégories avec 7 Oscars pour meilleur design de la production, meilleur montage et meilleure bande-son. And the Oscar goes to Spotlight. Mais Spotlight, un portrait virulent sur une enquête du Boston Globe sur des abus sexuels dans une église catholique, a remporté un Oscar surprise du meilleur film. Le film a remporté une série d'honneurs sur la voie des Oscars, battant non seulement The Revenant et Mad Max, mais aussi The Big Short, Bridge of Spies, Brooklyn, The Martian and Room. Ce film donne la parole aux survivants et cet Oscar amplifie ses propos. Et nous espérons que cela deviendra un chœur qui résonnera jusqu'au Vatican. And the Oscar goes to Brie Larson. Dans le même temps, Brie Larson a remporté son premier Oscar, celui de la meilleure actrice pour son rôle dans Room. Le meilleur second rôle est revenu à Alicia Vikander pour The Danish Girl et celui du meilleur acteur masculin à Mark Rylance pour son interprétation dans Bridge of Spies. Le chanteur-compositeur britannique Sam Smith a remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale pour Writings on the Wall dans le film Spectre. Parmi les autres gagnants, le film hongrois The Son of Saul dans la catégorie meilleur film étranger et Inside Out pour meilleur film d'animation. Et pour la seconde année consécutive, 20 acteurs blancs ont remporté les récompenses. L'Académie a été critiquée pour ne pas avoir nominé de films tels que Straight Outta Compton, Creed ou Concussion pour ces catégories les plus prestigieuses. Et ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans une trentaine de minutes pour l'Afrique Info. Excellente suite de programme.